Toujours en compagnie d'Eliott Maman et de Régis Le Sommier, la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil, symbole de la fermeté de l'État face aux narcotrafiquants, est déjà rattrapée par la justice. Un juge a ordonné d'assouplir le traitement d'un détenu jugé indigne, notamment en raison de l'allumage de la lumière toutes les 2 heures la nuit dans sa cellule. Le parquet a aussitôt fait appel. Alors le magistrat évoque une pratique susceptible d'affecter gravement la qualité de son sommeil. Le magistrat parle du détenu, d'affecter sa santé mentale et de porter atteinte à sa dignité. Est-ce qu'on s'intéresse davantage à la dignité du détenu ? Je dis pas que c'est pas important et qu'il faut pas s'y intéresser. Dans ce cadre-là, il est question de la lumière de la cellule qui est allumée toutes les 2 heures la nuit. Où est la dignité justement des victimes qui lisent ce genre de déclaration du magistrat, Régis Le Sommier ? Présenté comme vous le faites, on a l'impression d'être à Guantanamo quand même. C'est un peu ça, ouais. La vraie question, c'est de savoir pourquoi, toutes les 2 heures, la lumière est allumée. Est-ce que ça veut dire que cet individu, par exemple, détient des informations qu'il faut, on va dire, l'interviewer ou l'interroger encore ? Je ne sais pas, parce que... C'est peut-être pour simplement vérifier que tout se passe bien dans la cellule ou qu'il est pas... Voilà. La lumière qui s'éteint... Moi, j'ai travaillé sur la prison de Guantanamo, j'avais fait un reportage là-bas, et effectivement, une des principales griefs des détenus qui étaient tous des membres d'Al-Qaïda ou apparentés aux talibans et autres, se plaignaient du fait que là, pour le coup, la lumière n'était jamais éteinte la nuit et ils avaient une sorte de néon blanc en permanence. Et effectivement, ça s'apparente à une forme de torture psychologique ou en tout cas de privation de sommeil. Et ça fait partie, la privation de sommeil fait partie justement des tortures psychologiques qui sont normalement interdites en prison. Donc la question, ça serait de savoir qui est ce détenu et de savoir pourquoi on lui administre un tel traitement. S'il s'agit même s'il s'agit d'un baron de la drogue, la prison, quand même, moi j'estime qu'il doit y avoir aussi une forme de surveillance des pratiques. Et on est quand même dans une prison de la République, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est une prison. On n'est pas dans un black spot de la CIA. Prison dite de haute sécurité, voulue par le ministre de la Justice pour éviter certaines dérives qui existent aujourd'hui dans d'autres prisons, comme la présence de téléphones portables, comme le fait de pouvoir faire entrer et sortir, on en parle régulièrement, des choses à l'intérieur de la prison. On a un peu l'impression finalement qu'il y a un bras de fer qui existe aujourd'hui entre l'institution judiciaire et entre la volonté de fermeté affichée par l'État, Eliott Maman. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi se demander dans quelle mesure les prisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire celles où les détenus peuvent avoir accès à des téléphones portables, etc., ne présentent pas également des conditions de détention qui sont en réalité encore plus condamnables que celles que l'on retrouve dans cette prison, certes de haute sécurité, mais qui est également une prison très récente, qui a été construite précisément pour accueillir des détenus spécifiques avec des isolements, donc il n'y a qu'un détenu par cellule. J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement moins humain que ces prisons que l'on voit, qui n'ont pas nécessairement les mêmes normes de sécurité et où 4 détenus sont entassés dans des cellules qui n'étaient prévues que pour un détenu. Et en réalité, la question est là, c'est-à-dire que on se retrouve en France avec un tel état de surpopulation carcérale ou de sous-dotation carcérale, selon la perspective, qui aboutit à des conditions de détention qui sont absolument inadmissibles et qui sont d'ailleurs condamnées par l'essentiel des organisations internationales. Et en parallèle, on a en effet un certain nombre de prisons de haute sécurité qui sont prévues pour avoir des conditions de détention beaucoup plus strictes. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces conditions de détention sont strictes ou y a-t-il une volonté dans leur caractère inhumain ? Et c'est vrai que là, on n'a pas suffisamment de détails sur le cas spécifique. Pourquoi faut-il allumer la lumière de ce détenu toutes les 2 heures ? A priori, il est dans une cellule seule. On peut faire confiance à l'administration carcérale pour avoir retiré toute espèce d'objet potentiellement dangereux dans sa cellule. Donc c'est évidemment que la dignité humaine doit rester une priorité, y compris en prison, mais on a un peu l'impression des fois que le terme, l'excuse de dignité est parfois un peu galvaudé. Quand on parle de table de massage pour la dignité des détenus, comme on a pu le voir dans la prison de Nîmes, Régis Le Sommier, permettez-moi de douter effectivement Il y a un grand laxisme d'un côté, mais qui ne doit pas être compensé par un excès de zèle qui va jusqu'à torturer
torturer des détenus. Il y a aussi la question de l'isolement. Vous savez, aux États-Unis, vous avez des prisons, un type de prison qui s'appelle des supermax, qui sont les prisons qui accueillent les criminels les plus dangereux. Ces prisons-là, et ça c'est accepté par le droit américain, le détenu est à l'isolement 23 heures sur 24. Chroniquement, le cerveau humain n'est pas fait pour être à l'isolement 23 heures, c'est-à-dire sans interaction avec un autre humain, et ça provoque des formes de folie. Donc c'est en soi aussi une forme de torture. Aux États-Unis, on peut aller beaucoup plus loin. En France, la vraie question est là, c'est qu'on doit isoler ces personnes, faire en sorte qu'ils ne communiquent pas, faire en sorte en tout cas qu'ils ne s'échangent pas des téléphones portables, et surtout qu'ils ne continuent pas à gérer leur réseau depuis la prison. Depuis la Parce cellule. que on l'a vu avec le cas Mohamed Amra, qui a été révélateur et qui d'ailleurs est une sorte d'exemple qui sert à la mise en place de ce nouveau système carcéral, pour justement essayer de casser l'emprise qu'ont des prisonniers VIP sur le réseau à l'extérieur, et en l'occurrence qui continuent à gérer leurs affaires depuis la prison. On va continuer à parler de Gérald Darmanin, du ministre de la Justice, qui a décidé de resserrer la vis en ce qui concerne les mariages blancs et les mariages frauduleux. Procureurs, maires, officiers d'état civil, tous doivent être mobilisés pour débusquer les unions de complaisance. Mais attention, derrière les chiffres affichés, seulement quelques centaines de cas par an, puisqu'effectivement, si on reprend les chiffres présentés, les mariages avec doute ont augmenté ces dernières années de 272 cas. Ça, c'était en 2017. Ils ont culminé les 553 en 2019. Ils étaient 406 en 2022. Et il faut rappeler qu'environ 247 000 mariages sont célébrés chaque année. 400 mariages frauduleux, mariages avec doute, 400 mariages avec doute sur 247 000 mariages célébrés, ça paraît tout de même être très marginal, Elliot Maman. C'est dérisoire, mais en revanche, c'est une question qui heurte directement notre appréhension du caractère démocratique de notre État. Parce qu'on parle souvent de démocratie, on y racole plein de principes, mais la démocratie en premier lieu, c'est quoi ? C'est la possibilité d'avoir des actes administratifs et politiques qui sont adoptés par une procédure régulière et écrite. Et donc, puisque la procédure est écrite, qui est directement compréhensive. Et donc, typiquement, ça fait notamment écho, et c'est d'ailleurs à la suite de cette affaire-là qu'il y avait eu la volonté du gouvernement de prendre en charge la question, au cas de Robert Ménard, qui avait été inquiété par la justice parce qu'il avait refusé de marier à, je crois, une Française, un homme qui était sous OQTF, c'est-à-dire qui était sous obligation de quitter le territoire français. Et donc, en effet, le mariage blanc n'est certainement pas une filière d'immigration illégale absolument prédominante en France. En revanche, c'est, je pense, l'une des filières les plus contre-intuitives qui soit, parce que l'on se retrouve avec la République, avec un agent de la République qui accepte un acte administratif, qui accepte de marier à une personne régulière un individu qui à aucun moment les mêmes procédures de la République ont accepté à séjourner sur le territoire français. Et donc c'est pour ça que, même si en effet ça ne va pas changer quoi que ce soit à la situation migratoire en France, ça va changer cette impression plus ou moins légitime chez un nombre important de Français que tout ce que fait l'État, bien souvent, vient à l'encontre des normes démocratiques et logiques qu'il a lui-même adoptées. Ça reste, quoi qu'il en soit, une sorte de porte d'entrée illégale sur notre territoire. Écoutez, vous le citiez, écoutez ce que disait Robert Ménard. Il était l'invité d'Europe 1 matin, ce matin. Je pense qu'il a compris qu'il y avait un vrai problème et qu'on pouvait pas mettre les maires dans une situation intenable. Ça, c'est une chose. Bravo, c'est bien, c'est un acquis. J'espère qu'aujourd'hui, les magistrats prendront pas comme ça à la légère quand on leur dit un certain nombre de choses et quand on s'inquiète d'un certain nombre de cas. Reste le problème de fond, même si c'est une histoire d'amour. Même si c'est un vrai mariage au sens où on se marie pour être tous les deux dans la même maison et dans le même lit, si j'ose dire. Même s'il y a tout ça, reste un problème qui n'est pas abordé, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire et quand vous les mariez, monsieur, bien sûr qu'indirectement, vous rendez encore plus difficile leur expulsion. C'est 10 fois plus compliqué de les expulser.
Robert Ménard, invité d'Europe 1 matin. Pour rappel, il avait refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. L'élu soupçonnait un mariage blanc. Le couple avait porté plainte et Robert Ménard avait été contraint de célébrer ce mariage. Régis Le Sommier. Oui, c'était, on sent, chez Robert Ménard, en tout cas, c'est un sentiment d'impuissance totale d'un maire qui assiste et qui quelque part cautionne un acte qui est semi-légal, parce que là on est encore, il s'agit d'un acte légal auquel un maire est tenu de procéder à la situation d'une personne qui est illégale et qui est quelque part rendue légale par cet acte. C'est ce que nous a dit Elliot tout de suite. Et je crois que il est important, même si vous l'avez rappelé, que ça ne fait pas, c'est pas par là que, c'est pas avec ce processus que l'immigration de masse pénètre en France, mais en tout cas ça fait partie des traitements. Et on se demande d'ailleurs, je trouve que c'est bien tard de se pencher sur cette question. En tout cas, c'est souhaitable, c'est quand même relativement normal que Gérald Darmanin le fasse. Merci beaucoup Régis Le Sommier, merci à Elliot Maman d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, ce sera le journal de 20h avec Adrien Spiteri. Juste le temps de vous rappeler que la libre antenne d'Europe 1, c'est tous les jours et même l'été. Ça démarre juste après le journal de 22h jusqu'à 1h du matin. Vous retrouvez l'écoute bienveillante de Sana Blanger, un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. Alors si vous souhaitez témoigner et partager votre expérience, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé, 01 80 20 39 21.